Et si je vous disais qu'au XIIIe siècle, un empire nomade a relié l'Europe et l'Asie, contrôlé la route de la soie et façonné des nations entières, tout en restant l'un des chapitres les plus méconnus de l'histoire. Bienvenue dans l'histoire fascinante de la Horde d'Or. Les origines des peuples qui allaient fonder ce qui deviendrait la Horde d'Or se situent profondément dans les vastes steppes d'Asie centrale. Ces terres, caractérisées par leurs étendues infinies où le vent transporte les récits des nomades, étaient habitées par diverses tribus mongoles et turques, chacune avec sa propre organisation sociale, ses coutumes et ses croyances. Leur mode de vie était principalement pastoral, axé sur l'élevage du bétail et la mobilité constante, éléments essentiels pour leur survie dans un environnement souvent hostile. La culture de ces peuples se basait sur des traditions orales riches, transmettant chasse, histoire et lois à travers les générations. Au cours des siècles précédant la montée de la Horde d'Or, la région connut de nombreux conflits intertribaux, mêlés à des alliances temporaires dictées par les nécessités du moment. Ces interactions façonnèrent les dynamiques politiques et sociales dans ces zones, préparant le terrain pour une unification qui se révélerait décisive. C'est dans ce contexte qu'est apparue la figure clé de Temujin, plus connu sous le nom de Gengis Khan. Sa naissance à la fin du XIIe siècle fut entourée d'événements marquants, son enfance se déroulant dans un milieu troublé, entre lutte de pouvoir et survie. Temujin démontra très tôt des capacités exceptionnelles pour rassembler et diriger. Son ascension prit plusieurs années durant lesquelles il sut imposer son autorité sur les différentes tribus en exploitant à la fois des stratégies militaires innovantes et une législation qui prônait le mérite avant la naissance. La création d'un code juridique, le Yasa, permit de formaliser un ordre nouveau et de structurer les relations internes au sein de cet ensemble de peuples nomades. Cette organisation rigoureuse fut l'un des piliers de la consolidation de son pouvoir. Sous la direction de Gengis Khan, les Mongols entamèrent une série de campagnes militaires qui allaient bouleverser l'équilibre politique de l'Asie et au-delà. Grâce à une cavalerie rapide et une tactique efficace, ils conquirent des territoires immenses, allant des plaines de Mongolie aux confins de la Chine, puis plus loin vers l'ouest. L'expansion fut accélérée par une capacité d'adaptation aux différentes conditions géographiques et par un système de communication entre les avant-postes. Cette expansion militaire et territoriale permit de rassembler sous une seule autorité un ensemble diversement hétéroclite de peuples. La consolidation de l'empire mongol sous Gengis Khan permit aussi le développement d'un commerce interrégional sans précédent. Les routes caravanières entre l'Est et l'Ouest furent sécurisées, favorisant ainsi des échanges culturels, technologiques et économiques qui influencèrent profondément le cours de l'histoire mondiale. Cette période est souvent perçue comme une phase de brassage et de diffusion des savoirs, où les civilisations eurent l'occasion d'interagir à une échelle rarement atteinte auparavant. Après la mort de Gengis Khan, son empire fut divisé entre ses fils. L'un de ces partitions donna naissance à la partie occidentale connue sous le nom de Horde d'Or. Ce territoire englobait une vaste zone comprenant notamment les steppes russes, et il devint un centre important du pouvoir mongol. La Horde d'Or maintint l'héritage militaire et administratif de son fondateur, tout en développant ses propres structures politiques. Elle joua un rôle clé dans le contrôle des routes commerciales et dans l'influence sur les principautés voisines. La Horde d'Or permit aussi, à travers ses interactions avec ses voisins, d'influencer profondément la culture et la politique des régions sous son contrôle. Son système de domination reposait sur une organisation rigoureuse, mêlant une autorité centralisée à une certaine autonomie locale accordée aux différentes communautés. Ce mélange permit une stabilité relative, malgré les défis internes et externes. Le développement urbain connaîtra également un essor particulier durant cette période, avec la fondation de villes qui devinrent des centres administratifs et culturels importants. Les musulmans qui composaient une partie de la population sous la Horde d'Or introduisirent des pratiques religieuses et culturelles qui cohabitèrent avec les traditions chamaniques originelles. Ce syncrétisme créa un tissu social complexe
où différentes identités coexistaient, ce qui témoigne de la grande diversité propre à cet empire. La Horde d'Or devint ainsi un exemple remarquable d'empire multiethnique et multiculturel. Cette diversité ne manqua pas de susciter autant de tensions que d'enrichissement. L'influence de la Horde d'Or s'étendit également sur le plan militaire et politique, avec des campagnes fréquentes pour maintenir son autorité face aux révoltes ou aux tentatives d'émancipation. La soumission des principautés russes et la fixation d'un tribut témoignent de la puissance de cette entité. Pourtant, cet empire ne fut pas à l'abri des rivalités internes et des luttes de succession qui fragilisèrent peu à peu son unité au fil des décennies. Ces conflits internes affaiblirent le pouvoir central. Au cours des siècles suivants, la Horde d'Or continua d'évoluer sous l'influence de dynasties montantes et de changements structurels. Sa position géographique cruciale en fit un acteur incontournable dans la politique eurasiatique. Sa capacité à s'adapter aux exigences complexes du pouvoir sur un territoire si vaste resta l'un des éléments fondamentaux de sa longévité. Cependant, les facteurs économiques, sociaux et militaires finirent par concourir à son lent déclin, qui ouvrira le champ à l'apparition de nouvelles puissances au XVe siècle. Ainsi s'achève la présentation des origines et des fondations de la Horde d'Or, une épopée historique où la détermination, la stratégie et la capacité d'adaptation jouèrent un rôle fondamental. Ce vaste empire médiéval, héritier d'une série de conquêtes audacieuses, pose les bases d'une histoire complexe que nous étudierons dans le détail en poursuivant avec les dynamiques internes et les conséquences de son développement. La voie est alors ouverte pour comprendre la manière dont cet empire a marqué profondément les sociétés qui ont suivi. Expansion et consolidation du pouvoir mongol. La Horde d'Or trouva ses origines dans l'expansion fulgurante des armées mongoles, sous la direction d'un conquérant légendaire, Gengis Khan. Après la fragmentation de l'empire mongol à la mort de celui-ci, la partie occidentale, appelée ultérieurement la Horde d'Or, s'étendit sur une vaste région allant des steppes eurasiennes jusqu'aux rives de la mer Noire. Cette période d'expansion s'inscrit au début du XIIIe siècle et s'étend sur plus d'un siècle, marquée par une intégration progressive de divers peuples et territoires dans un système politique et administratif relativement cohérent. Le processus de consolidation du pouvoir se fit à travers une double stratégie. D'une part, maintenir un contrôle militaire efficace sur les vastes espaces. D'autre part, instaurer des pratiques d'administration adaptées aux spécificités ethniques et culturelles de la région. Les Mongols adoptèrent un modèle de domination qui combinait la force brute et une certaine flexibilité dans la gestion des populations conquises. S'appuyant sur une hiérarchie rigoureuse, ils élaborèrent un réseau d'allégeances reposant sur la loyauté personnelle au Khan. Cette structure permit de maintenir l'ordre dans un ensemble territorial extrêmement hétérogène, comprenant non seulement des nomades des steppes, mais aussi des populations sédentaires diversifiées. Pour assurer la cohésion de cet empire, des représentants du pouvoir mongol furent installés localement afin de percevoir les tribus et de superviser les affaires administratives. Cette manière d'administrer le territoire mettait en avant une organisation relativement décentralisée, qui évitait une bureaucratie trop lourde et laissait subsister, sous un contrôle vigilant, certaines formes d'autonomie locale. L'expansion territoriale fut favorisée par une série de campagnes militaires menées avec une précision stratégique remarquable. Les armées de la Horde d'Or réussirent à maîtriser des enjeux géopolitiques complexes, notamment l'alliance ou la soumission de tribus turco-mongoles, ainsi que la domination indirecte sur des cités commerçantes importantes. La maîtrise des routes commerciales renforça le pouvoir de la Horde en augmentant significativement ses ressources. La taxation des échanges le long de la route de la soie, ainsi que le contrôle des passages stratégiques au carrefour de l'Eurasie, offrirent des revenus stables et contribuèrent à la réputation d'une administration efficace et pragmatique. La Horde d'Or joua un rôle décisif dans la circulation des marchandises, des idées et des technologies entre l'Orient et l'Occident. Cette période permit un certain dynamisme culturel et économique au sein de l'Empire,
où coexistaient diverses communautés avec leurs propres traditions. En même temps, cela favorisa des échanges interculturels et la diffusion de connaissances. Par exemple, la transmission de savoirs issus des civilisations islamiques ou chinoises constitua un enrichissement notable. Ces interactions s'inscrivent dans la dynamique plus vaste des connexions eurasiatiques, pour lesquelles la Horde d'Or servit de pont entre différents mondes. La cohésion politique de l'Empire ne fut toutefois jamais complètement stable. Les tensions entre les différentes branches de la famille régnante, ainsi que les pressions extérieures, imposèrent constamment des ajustements dans la gouvernance. Néanmoins, les clans de la Horde réussirent à maintenir leur autorité en jonglant avec diplomatie et démonstration de force. Leur capacité à gérer les conflits internes et à négocier avec les rivaux confirma leur rôle de pivots essentiels dans le paysage politique de l'époque. Cette période est également marquée par une évolution progressive de l'identité mongole vers une culture plus composite, influencée par les populations conquises. La conversion de certains membres de la noblesse à l'islam, notamment à partir du XIVe siècle, illustre ce phénomène de transformation culturelle. Le choix religieux s'accompagna souvent d'une adoption des habitudes et des normes des sociétés sédentaires. Cette adaptation culturelle fut un facteur important pour la stabilité à long terme, en consolidant un lien symbolique avec les peuples dominés. Par ailleurs, cette évolution permit de renforcer les alliances politiques avec les puissances voisines, facilitant la coexistence dans un cadre élargi. La Horde d'Or devint ainsi un acteur politique et religieux influent dans une région aux multiples confessions et traditions. L'administration de la Horde d'Or se caractérisa également par une attention particulière aux infrastructures. Le maintien des routes et des relais destinés aux messagers offrait un réseau de communication performant et rapide. Ces installations servaient tant aux besoins militaires qu'aux échanges commerciaux. Ce système de relais permit de soutenir un contrôle efficace sur une étendue spectaculaire, minimisant ainsi les retards dans la prise de décision et l'application des ordres. Cette organisation reflète la volonté des dirigeants d'assurer une gestion rationnelle et pragmatique, indispensable à un empire de cette ampleur. Le système militaire, centré sur la cavalerie légère et la mobilité, fut un autre élément clé de la puissance de la Horde d'Or. Les armées pouvaient se déployer rapidement leurs forces et s'adapter à différents terrains, ce qui leur conférait un avantage stratégique face aux adversaires plus sédentaires. Par ailleurs, les Mongols avaient intégré dans leurs effectifs des combattants issus des peuples conquis, ce qui augmentait leur diversité et leur capacité à mener des opérations dans des environnements variés. Cette flexibilité militaire était indissociable du mécanisme de domination et des tentatives d'extension des frontières. Malgré cette efficacité apparente, la Horde d'Or fit face à plusieurs défis persistants. Les rivalités internes affaiblirent la cohésion politique à certains moments, et des soulèvements des populations locales troublaient périodiquement la stabilité. De plus, la complexité du vaste territoire imposait une surveillance constante pour prévenir les dissidences. La pression exercée par des puissances émergentes, notamment russes et timourides, commença à éroder la domination mongole au fil des siècles. Ces éléments combinés contribueront finalement à la fragmentation progressive de l'Empire dans les siècles à venir. Enfin, l'héritage de la Horde d'Or dépasse largement sa période d'existence politique. Son rôle dans le façonnement des structures étatiques dans une partie considérable de l'Eurasie et son influence sur la culture, la langue et les dynamiques d'échange économiques sont longtemps restés visibles. La Horde a aussi servi de catalyseur pour des transformations majeures, allant des évolutions politiques aux échanges culturels. Son histoire témoigne ainsi des possibilités et des limites d'un pouvoir fondé sur la mobilité militaire et la gouvernance pragmatique. Elle invite à réfléchir sur les processus d'intégration et de déclin qui traversent les grands empires. Ce voyage au cœur de l'expansion et de la consolidation du pouvoir mongol dévoile les mécanismes et les dynamiques d'une période fascinante de l'histoire eurasienne. La transition s'opère désormais vers la réflexion sur les structures sociales et économiques mises en place à l'intérieur de la Horde d'Or,
ainsi que les défis qui s'y manifestèrent au fil du temps. Structure politique et sociale de la Horde. La structure politique et sociale de la Horde d'Or reflète une organisation à la fois complexe et adaptable, essentielle à la gestion d'un vaste territoire aux multiples populations. Après la mort de Gengis Khan, son empire fut divisé entre ses fils, et la partie occidentale, connue sous le nom de Horde d'Or, se développa selon ses propres dynamiques et défis. Le pouvoir, bien que théoriquement centralisé, s'exerçait à travers un système hiérarchique rigide, où le Khan détenait l'autorité suprême, appuyé par une noblesse tribale composée des descendants directs de la famille Hurultai. Ces nobles disposaient d'une autonomie relative sur leurs territoires respectifs, favorisant ainsi un équilibre entre centralisation et décentralisation. L'administration était organisée selon une logique tribale et familiale, avec une forte implication des élites mongoles, mais aussi des assimilations progressives des peuples conquis, notamment les Tatars, les Russes et les peuples turciques. Les frontières entre groupes ethniques n'étaient pas strictement étanches. Au contraire, la Horde d'Or bénéficiait d'un système où les différentes composantes pouvaient coexister sous un même toit institutionnel, ce qui assurait une gestion relativement efficace de l'immense espace contrôlé. Le Khanat s'appuyait sur un réseau d'administrateurs locaux, souvent issus de la noblesse ou des élites collaboratrices, chargés de collecter les impôts, mobiliser les troupes et veiller à la paix. La société elle-même était stratifiée, avec au sommet la famille khanide et la noblesse militaire, suivie par une classe de fonctionnaires et commerçants, puis les artisans, et enfin les paysans et nomades. Cette organisation sociale répondait aux impératifs économiques et militaires du temps, en permettant une mobilisation rapide de ressources humaines et matérielles. L'économie reposait largement sur le pastoralisme nomade, mais aussi sur l'agriculture vivrière, particulièrement dans les régions fertiles du sud-ouest. Les villes, stades de commerce et d'artisanat jouaient un rôle crucial dans la circulation des biens et des cultures, renforçant l'enracinement de la Horde dans la géographie eurasiatique. L'équilibre dans les relations entre ethnies était maintenu par un système de tribus et de lois coutumières, garantissant une certaine stabilité tout en reconnaissant les spécificités de chaque peuple. Cette approche pragmatique permettait d'assurer la loyauté des sujets et leur participation à la vie de l'État. Les souverains de la Horde d'Or se montraient habiles à intégrer les élites locales dans leur administration, facilitant les échanges culturels et politiques. Ainsi, la Horde d'Or n'était pas seulement un empire de conquête militaire, mais aussi une fédération souple reliant diverses traditions et institutions. Les conflits internes et les rivalités au sein de la famille Khanide n'étaient pas rares, mais ils ne remettèrent pas en cause l'existence du Khanat, qui restait une entité résiliente grâce à sa capacité d'adaptation. La transmission du pouvoir se faisait par des règles complexes mêlant primogéniture et grande assemblée des nobles, le Kurultai, qui consacrait l'élection du nouveau Khan. Ce système, bien que parfois source de tensions, apportait une légitimité incontestable à la direction politique et contribuait à la cohésion de l'État. En matière juridique, la Horde d'Or appliquait un droit combinant les coutumes mongoles avec des influences venues des sociétés qu'elle dominait, notamment l'islam médiéval, qui prit une importance croissante au fil des siècles. Cette hybridation juridique reflétait la capacité de l'État à intégrer des éléments étrangers tout en conservant son identité propre. Les décisions du Khan, soutenues par les nobles, assuraient le maintien de l'ordre, mais elles étaient souvent tempérées par des assemblées consultatives, offrant une voix aux différentes couches sociales. Sur le plan militaire, la structure sociale influençait directement la mobilisation des forces. Chaque noble devait fournir un certain nombre de guerriers en fonction de son rang et des terres dont il disposait. Cette organisation garantissait une armée nombreuse et disciplinée, capable de projeter le pouvoir de la Horde à travers les steppes et au-delà. Les campagnes militaires se succédaient, consolidant les frontières de l'Empire et imposant la domination sur les populations voisines. Toutefois,
Cette militarisation répondait aussi à une logique défensive, face aux menaces internes et externes. Les bonnes relations entretenues avec les marchands et les artisans favorisèrent l'essor économique, notamment grâce à la maîtrise de routes commerciales vitales, comme la Grande Route de la Soie. Cette situation permettait à la Horde d'Or d'exercer une influence importante dans les échanges entre l'Orient et l'Occident, jouant ainsi un rôle clé dans les dynamiques mondiales du Moyen Âge. Les villes comme Saraï devenaient des centres cosmopolites, où se mêlaient langues, religions et pratiques commerciales diverses. En résumé, la Horde d'Or était une société à la fois rigide par sa hiérarchie et flexible par son inclusion de multiples peuples et traditions. Cette combinaison lui permit de perdurer plusieurs siècles malgré la complexité des défis géopolitiques et internes. La structure politique et sociale ne se limita pas à un simple cadre autoritaire, mais s'inscrivit dans une adaptation constante aux réalités d'un empire nomade et multiethnique. Cette capacité d'intégration fut l'un des piliers de sa réussite historique, jusqu'au moment où des transformations internes et des pressions externes provoquèrent son déclin progressif. La compréhension de cette organisation est essentielle pour saisir l'importance durable de la Horde d'Or dans l'histoire eurasienne et mondiale, introduisant naturellement la suite de ses évolutions vers la fin de son influence politique. Relations avec les puissances voisines. Les relations entre la Horde d'Or et ses puissances voisines ont constitué un élément central de son influence au cours de plusieurs siècles. Dès ses origines, la Horde s'est positionnée non seulement comme un vaste empire militaire, mais aussi comme un acteur diplomatique majeur dans une région aux frontières mouvantes. La complexité de ces interactions a façonné son rôle dans le contexte politique et économique de l'Eurasie médiévale. L'Empire byzantin, bien qu'en déclin progressif durant la période d'apogée de la Horde, a entretenu avec elle des échanges diplomatiques subtils. Après la chute de Constantinople en 1453, la Horde voyait dans ses successeurs une puissance régionale à surveiller. Préalablement, la Horde maintenait avec Byzance un équilibre précaire, combinant respect mutuel et rivalité. Des traités diplomatiques étaient régulièrement négociés pour assurer la paix ou réguler les passages commerciaux. Ces accords témoignent d'une volonté réciproque d'éviter des conflits généralisés, tout en reconnaissant la légitimité de chacun. Parallèlement, la Horde d'Or exerçait une influence considérable sur les principautés russes, parmi lesquelles Moscou allait progressivement émerger en tant que puissance dominante. Cette relation oscillait entre suzeraineté écrasante et alliance stratégique. La Horde imposait des tribus aux principautés voisines, mais encourageait aussi le commerce et la circulation des idées. Moscou, en particulier, bénéficiait de privilèges spécifiques, ce qui lui permit de renforcer son prestige et d'étendre son contrôle territorial. Ce rapport complexe illustre la capacité de la Horde à conjuguer forces militaires et politiques d'intégration. Les royaumes européens occupaient également une place singulière dans le réseau des relations internationales de la Horde. Les contacts avec les nations occidentales prenaient souvent la forme de négociations commerciales, accompagnées de missions diplomatiques. Bien que les distances et les différences culturelles introduisaient des limites, les échanges entre la Horde et les marchés européens ont favorisé la circulation de biens, de technologies et d'informations. Des routes commerciales telles que la route de la soie, partiellement sous contrôle de la Horde, facilitaient la diffusion de ces échanges à une échelle intercontinentale. Dans le cadre militaire, la Horde se trouvait fréquemment engagée dans des conflits, soit pour affirmer sa domination, soit pour repousser les invasions venues de l'Ouest ou du Sud. Ces affrontements, parfois sporadiques, contribuaient à remodeler les frontières politiques de l'époque. Cependant, la Horde évitait généralement les guerres prolongées avec ses voisins puissants par une politique d'équilibre, privilégiant la diplomatie à l'instabilité chronique. L'usage stratégique de la force accompagnait donc la recherche constante d'une stabilité régionale favorable à son développement. Il convient également de mentionner la dimension culturelle et religieuse qui sous-tendait ces relations. Si la Horde intégrait diverses confessions,
notamment l'islam et le chamanisme traditionnel mongol. Elle manifestait une tolérance relative envers les croyances de ses voisins. Cette attitude facilitait la coexistence pacifique avec des populations variées et favorisait l'émergence d'échanges intellectuels et artistiques. Ainsi, les influences croisées entre Hordes, Byzantins, Russes et Européens ont enrichi le patrimoine culturel et spirituel de la région. La capacité de la Horde à gérer ces relations complexes a largement contribué à son rôle de pont entre l'Orient et l'Occident. En régulant les flux commerciaux et en orchestrant des alliances pragmatiques, elle a favorisé une certaine stabilité au sein d'un espace géopolitique particulièrement fragmenté. Cette position intermédiaire permit à la Horde d'exercer un pouvoir durable, tout en s'adaptant aux transformations rapides qui caractérisaient la fin du Moyen Âge. Le déclin de la Horde d'Or ne mit pas immédiatement fin à son influence sur les puissances voisines. Au contraire, les héritiers et les fragments de cet empire continuèrent d'interagir avec les États émergents, souvent sous de nouvelles formes. Moscou, par exemple, s'appuya sur son expérience acquise durant la période de domination de la Horde pour consolider sa propre expansion. Les échanges commerciaux avec l'Europe prirent un nouveau tournant, devenant plus directs et moins dépendants des réseaux de la Horde. En somme, la complexité des relations entre la Horde d'Or et ses puissances voisines illustre un modèle d'interdépendance politique, économique et culturelle. Cette dynamique a façonné non seulement l'histoire de la Horde, mais aussi celle des territoires qui aujourd'hui composent plusieurs nations d'Eurasie. La richesse de ces échanges offre un panorama unique sur la manière dont un empire pouvait conjuguer puissance militaire et stratégie diplomatique. Cette analyse met en lumière l'importance de la Horde d'Or comme acteur clé dans l'équilibre régional, si souvent méconnu dans les récits traditionnels. Son héritage, bien que fragmenté, demeure palpable dans les structures politiques et culturelles qui ont perduré après son déclin. Cette compréhension approfondie prépare le terrain pour explorer, dans la suite de ce récit, la transition vers la période suivant la désintégration de la Horde, où les variantes régionales prennent progressivement le relais. Influence culturelle et économique sur la région. La Horde d'Or, fondée au début du XIIIe siècle par les successeurs de Gengis Khan, a joué un rôle majeur dans la structuration culturelle et économique de la région eurasiatique. Son influence s'est étendue bien au-delà des steppes, touchant des territoires qui allaient de la Russie à l'Afrique du Nord en passant par le Moyen-Orient. Cette domination n'était pas simplement militaire, mais aussi profondément ancrée dans les échanges commerciaux et la diffusion culturelle qui en ont découlé. Les routes commerciales établies sous la Horde d'Or, héritées de l'ère mongole, furent essentielles pour le maintien d'un lien reliant l'Europe à l'Asie. Ces voies, notamment la partie occidentale de la Grande Route de la Soie, permirent le transit de marchandises diverses, telles que la soie, les épices, les métaux précieux et les textiles. Les villes situées le long de ces itinéraires, comme Sarai, capitale de la Horde, devinrent des centres cosmopolites où s'entremêlaient différentes cultures et religions. Sur le plan culturel, la Horde d'Or favorisa un échange enrichissant entre peuples turcs, mongols, russes et persans. Les traditions locales furent souvent mélangées aux coutumes issues des conquêtes, créant un kaléidoscope culturel. Par exemple, les pratiques administratives mongoles influencèrent la gestion des États russes, tandis que les artisans russes adoptèrent certaines techniques orientales dans la fabrication d'objets précieux. Cette circulation de savoir et d'usage contribua à une dynamique régionale complexe mais cohérente. L'économie de la Horde reposait également sur un système de tribus versé par les peuples conquis, mais également sur un réseau de marchés réguliers. Les foires et les échanges étaient sous la supervision des autorités mongoles, qui assuraient la sécurité des caravanes et la stabilité monétaire, grâce à une réglementation rigoureuse. Ce cadre permit une prospérité relative, malgré les conflits internes et les pressions extérieures. La stabilité économique fut un facteur de longévité pour la Horde. Religieusement, la Horde d'Or se caractérisa par une certaine tolérance. Bien que les dirigeants fussent souvent chamanistes ou plus tard musulmans, la diversité religieuse était respectée
ce qui facilita les interactions entre différentes communautés. Cette ouverture permit également la diffusion des pratiques religieuses et culturelles, favorisant un climat d'échange pacifique qui renforçait les liens commerciaux et sociaux. Le rôle de la religion dans la horde dépassa souvent le cadre purement spirituel pour s'inscrire dans une stratégie politique. Sur le plan artistique, la Horde d'Or contribua à la diffusion d'un style unique mêlant influences mongoles, persanes et slaves. Cela se manifeste notamment dans l'architecture des villes, où les bâtiments publics et religieux combinaient des éléments décoratifs variés. Les objets d'art, tels que les céramiques, les textiles ou les armes, témoignent de ce mélange culturel. Cette richesse artistique, bien que moins connue que d'autres empires contemporains, a laissé une trace durable dans l'héritage des peuples de la région. Le système administratif de la Horde permit également une certaine homogénéité dans la gestion des vastes territoires sous son contrôle. Les institutions héritées de la tradition mongole, telles que la division en hordes et la nomination de gouverneurs locaux appelés baskak, favorisèrent la cohérence politique. Cette organisation contribua à la circulation des informations et au maintien d'un ordre tolérant qui facilita la coexistence de nombreuses ethnies. Ces structures administratives influencèrent durablement les États émergents dans la région après le déclin de la Horde. Les échanges économiques ne se limitaient pas aux marchandises. Ils incluaient aussi des savoir-faire techniques et des innovations agricoles ou artisanales. Par exemple, la Horde joua un rôle dans la diffusion des techniques de irrigation venues d'Asie centrale, améliorant la productivité dans plusieurs régions sous son contrôle. Ces innovations permirent une certaine amélioration des conditions de vie, surtout dans les zones urbaines, renforçant ainsi le tissu économique et social. L'impact de ces techniques fut perceptible même après l'effondrement politique de la Horde. La monnaie utilisée dans les échanges au sein de la Horde reflétait une influence interculturelle. Divers types de pièces coexistaient, incluant des monnaies mongoles, persanes et locales. Cette diversité monétaire témoignait de l'ouverture économique et de la pluralité culturelle. Le contrôle strict exercé par l'élite gouvernante garantissait néanmoins la stabilité de ces moyens d'échange, une condition indispensable à la confiance des marchands et à la prospérité généralisée des réseaux commerciaux. Ainsi, la Horde d'Or sut conjuguer diversité et ordre pratique. Par ailleurs, la mobilité des populations sous la domination de la Horde favorisa la circulation des idées et des traditions. Les artistes, artisans, commerçants et savants circulaient régulièrement, contribuant à un brassage culturel significatif. Les échanges intellectuels, bien que moins documentés, ont sans doute joué un rôle discret mais essentiel dans l'émergence d'un environnement propice aux échanges entre civilisations. Ce mélange contribua à renouveler les traditions dans plusieurs sphères de la vie quotidienne et culturelle. La Horde d'Or exerça aussi une influence sur la langue et l'écriture. Le turc oghuz et le mongol furent des langues administratives, mais leur usage coexista avec le vieux russe et le persan dans certains contextes. Ce plurilinguisme favorisa des échanges interculturels et permit une gestion efficace des territoires. Au fil du temps, des emprunts linguistiques apparurent, contribuant à l'évolution des langues régionales. Cette dynamique linguistique s'inscrit dans le contexte plus large des interactions politiques et culturelles sous la domination mongole. De nombreux récits et légendes sur la Horde d'Or ont été transmis, parfois embellis, mais ils reflètent une certaine perception de son rôle historique. Ces traditions orales, tout en étant souvent mythifiées, offrent un aperçu précieux des impressions laissées par cette entité politique auprès des populations locales. Elles témoignent aussi de la manière dont la Horde a été intégrée dans l'imaginaire collectif, contribuant à une compréhension complexe et nuancée de son héritage. Ces récits participent à la mémoire culturelle dans la région. En résumé, l'influence culturelle et économique de la Horde d'Or fut multiple et profonde. Elle permit d'asseoir un pouvoir qui dépassa le simple contrôle militaire pour façonner durablement la région. Les échanges commerciaux,
L'administration, la diversité religieuse et culturelle, ainsi que les innovations techniques participèrent à une dynamique régionale unique. Cette période historique marqua un point de convergence entre Est et Ouest, dont les effets, perceptibles encore aujourd'hui, illustrent la portée de ce grand empire. Ces éléments précis nous amènent naturellement à considérer les facteurs qui ont conduit à la transformation, puis à la fragmentation de la Horde d'Or. Cette transition sera abordée dans la suite de notre exploration, afin de mieux comprendre le déclin progressif d'un des plus vastes États du Moyen Âge et ses conséquences sur l'évolution politique et sociale de la région. Administration et système juridique. L'administration de la vaste étendue de la Horde d'Or reposait sur un système juridique et administratif complexe qui avait pour but de maintenir l'ordre et la cohésion au sein d'un empire aux dimensions impressionnantes. La gestion de territoires s'étendant des plaines russes jusqu'aux confins de l'Asie centrale nécessitait l'adoption de lois et de coutumes capables de s'adapter aux particularités culturelles et sociales des diverses populations soumises. Ce dispositif s'appuyait sur une combinaison de traditions orales, de codes écrits et de pratiques administratives héritées de l'empire mongol originel, tout en intégrant des éléments propres à la région. Le fondement juridique de la Horde d'Or reposait tout d'abord sur le yasa, ensemble de lois attribuées à Gengis Khan. Ce corpus servait de base incontournable à l'ensemble des relations sociales, politiques et économiques dans l'empire. Il réglementait aussi bien les questions de loyauté envers le Khan que les procédures judiciaires, ou encore les comportements matrimoniaux. Son application rigoureuse sanctionnait sévèrement les infractions et jouait un rôle primordial dans la consolidation du pouvoir central. Cependant, la transmission orale de ces règles laissait place à certaines interprétations locales qui, au fil du temps, ont donné naissance à des adaptations spécifiques. Les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi étaient nommés et dépêchés par le Khan. Parmi eux, les Baskaks jouaient un rôle essentiel en supervisant les administrateurs locaux, collectant les impôts et maintenant l'ordre public. Ils étaient aussi garants de l'application du yasa, veillant à ce que la justice soit rendue conformément aux directives du souverain. Par ailleurs, les chefs tribaux et dirigeants locaux détenaient également un pouvoir judiciaire étendu sur leur communauté, agissant souvent en première instance et faisant remonter les litiges plus graves aux autorités supérieures. Ce système combinait ainsi une administration centralisée avec des degrés importants d'autonomie locale. La Horde d'Or a su tirer parti d'un réseau de fonctionnaires variés. Les scribes et secrétaires illettrés dans les langues locales jouaient un rôle clé pour la rédaction des documents administratifs et la gestion des archives. Cet appareil bureaucratique garantissait la circulation des ordres du Khan à travers des relais multiples favorisant une diffusion efficace des instructions. La diversité linguistique et culturelle du territoire imposait une organisation adaptée, où plusieurs langues coexistaient pour permettre la gestion des populations mongoles, turques, russes, ainsi que d'autres peuples conquis. Cette administration polyglotte permit de concilier les différences sans imposer une uniformité stricte. L'un des piliers de la stabilité politique résidait dans la perception et l'application de la notion de justice. La Horde d'Or privilégiait un système où les coutumes locales occupant une place majeure. Cet aspect favorisait l'intégration progressive des communautés conquises, leur offrant la possibilité de maintenir certaines de leurs traditions judiciaires, notamment dans le traitement des affaires civiles ou familiales. Néanmoins, les conflits touchant à l'autorité du Khan ou au paiement des tributs étaient toujours soumis à la juridiction directe de ses représentants, afin de garantir l'unité et la puissance impériale. À cet égard, la fiscalité constituait un levier décisif pour la survie de l'État. Les impôts étaient perçus sous forme de tributs réguliers payés par les différentes provinces, souvent en nature ou en services. La perception des taxes était confiée aux administrateurs locaux accompagnés de représentants du pouvoir central, visant à éviter la corruption et les détournements. La fixation de l'assiette fiscale s'appuyait sur une connaissance approfondie des ressources économiques locales,
des zones agricoles aux richesses commerciales transitant sur les routes caravanières. Cette approche rigoureuse permettait non seulement de financer l'administration, mais aussi l'armée, essentielle pour la défense des frontières vastes et mouvantes. À mesure que la horde consolidait son pouvoir, la codification progressive de ces lois encouragées par certains khans fit évoluer le système juridique vers une plus grande formalisation. Des documents rédigés en plusieurs langues, ainsi que des décrets impériaux, précisèrent certaines procédures judiciaires, notamment autour des juridictions criminelles ou des affaires relatives à la propriété foncière. Cette évolution indiquait une volonté d'harmonisation des pratiques, tout en conservant une certaine souplesse nécessaire à la gestion d'un empire multiculturel. Ce processus fut également marqué par les influences venues des peuples turco-mongols, ainsi que des contacts avec les civilisations islamiques présentes dans certaines régions conquises. Ces derniers apportèrent une contribution notable aux institutions judiciaires de la horde. L'introduction progressive du droit islamique dans les villes importantes et dans les principautés tributaires introduisit des éléments nouveaux relatifs aux contrats, aux successions ou à la résolution des conflits commerciaux. Cette hybridation juridique permit de répondre aux nécessités d'un empire ouvert aux échanges et aux flux culturels. Malgré cette diversité, le centre du pouvoir resta attaché à l'autorité suprême du Khan et à la mise en œuvre du Yassa, garantissant une unité essentielle dans un espace géographique aux nombreuses différences. L'efficacité de ce cadre administratif et juridique permit à la Horde d'Or de perdurer comme force politique pendant plusieurs générations. La capacité à équilibrer centralisation et autonomie locale, à intégrer des traditions disparates sans imposer d'uniformité excessive, constitue un élément clé de sa longévité. La diplomatie jouait également un rôle dans la gestion des relations avec les différents princes et peuples vassaux, assurant la soumission souvent volontaire par les mécanismes du tribut et de l'allégeance. L'administration se révélait ainsi un instrument central du maintien de la paix et de la stabilité au sein d'un empire tentaculaire. Cependant, les défis accompagnant cette organisation commencèrent à s'accumuler au fil du temps. La multiplicité des intérêts locaux, la montée en puissance des élites régionales et le lent affaiblissement du pouvoir central conduisirent à une fragmentation progressive. Les règles issues du Yassa, loin d'être toujours respectées dans l'ensemble des provinces, perdirent en partie leur efficacité. La bureaucratie, relativement dense au demeurant, fut parfois dépassée par les enjeux complexes posés par la cohabitation de diverses communautés aux aspirations différentes. Cette réalité marqua le début d'un lent déclin qui allait s'accélérer dans les siècles suivants. Dans ces circonstances, les pratiques juridiques évoluèrent pour tenter de freiner l'éclatement de l'autorité. Des assemblées consulaires et des conseils locaux se formèrent afin de gérer certains conflits internes sans recours systématique à la cour du Khan. Ces expériences témoignent de tentatives d'adaptation à une réalité politique devenue plus fragmentée, où la décentralisation s'intensifia. Toutefois, elles ne purent complètement enrayer le processus de morcellement politique, signe manifeste de la complexité à gouverner un territoire aussi vaste et culturellement disparate. En somme, le système d'administration et de justice de la Horde d'Or se caractérisa par un équilibre subtil entre tradition ancienne et innovation nécessaire. La combinaison de la rigueur du Yassa avec la prise en compte des coutumes locales permit de maintenir un ordre relatif dans un cadre géographique et humain exceptionnellement vaste. Cette organisation devint l'un des fondements de la puissance impériale, contribuant à façonner durablement les institutions des territoires conquis. Le soin apporté à la gestion juridique fut donc un facteur essentiel de la cohésion politique et sociale durant l'apogée de la Horde. La connaissance détaillée de ces mécanismes administratifs permet de mieux comprendre les forces et faiblesses d'une structure politique qui, malgré ses origines nomades, s'adapta brillamment à la complexité du monde médiéval eurasiatique. Ce panorama met en lumière les efforts conjoints de centralisation et d'adaptation aux diversités, forces opposées mais complémentaires qui caractérisent souvent les grands empires. Suite à cette exploration du cadre administratif et juridique,
s'impose désormais d'aborder l'impact politique et culturel de la Horde d'Or sur les régions qu'elle domina, révélant ainsi l'héritage durable laissé par cette entité historiquement majeure. La Horde d'Or face aux rébellions et crises internes. Les tensions internes au sein de la Horde d'Or se manifestèrent de manière croissante au fil du temps, entremêlant rivalité dynastique, défis économiques et contestations sociales. Ce vaste empire, fondé par Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan, connaissait un équilibre fragile entre l'autorité centrale et le pouvoir délégué aux khans régionaux. Les luttes pour le contrôle du trône et l'ambition personnelle de certains dirigeants précipitaient souvent des conflits internes, affaiblissant ainsi la cohésion de l'État. Le poids de ces dissensions fut accentué par la diversité ethnique et culturelle des populations sous domination. L'un des facteurs majeurs de ces troubles résidait dans les conflits de succession qui survinrent dès le milieu du XIIIe siècle. Chaque khan aspirait à affermir son autorité, parfois au détriment de cousins ou de frères. Ce type de lutte dynastique provoqua plusieurs guerres civiles, dont les effets fragilisèrent la puissance militaire et économique de la Horde. Ces batailles intestines favorisaient également les incursions venues des États voisins, profitant de la période d'instabilité pour reconquérir des territoires. Par ailleurs, la structure même de la Horde, expansive et composée d'une multitude de groupes ethniques, exigeait une gouvernance souple, adoptant des politiques diverses selon les régions. Or, la centralisation excessive, ou au contraire, une administration trop lâche, générèrent des mécontentements populaires dans certaines provinces. La perception d'une exploitation fiscale excessive, surtout après de mauvaises récoltes ou des épidémies, contribuait à alimenter des révoltes paysannes dispersées. Ce phénomène touchait particulièrement les populations russes et turco-mongoles, souvent soumises à de lourds tributs. Les tensions internes furent également exacerbées par la présence de différentes factions au sein de l'élite dirigeante, chacune soutenant une orientation politique distincte. Certains privilégiaient le maintien des traditions nomades mongoles, tandis que d'autres cherchaient à intégrer davantage les structures administratives et culturelles des peuples conquis. Ce clivage, parfois ouvert, se traduisait par des désaccords sur les alliances politiques, les stratégies militaires ou encore sur la gestion des relations avec l'empire chinois des Yuan. Sur le plan militaire, la Horde devait continuellement s'adapter aux nouvelles menaces, notamment face à la progression des États russes qui se consolidaient et à l'émergence de la principauté de Moscou. Cette dernière joua un rôle central dans la contestation de la domination tatare, principalement au cours du XIVe siècle. Moscou sut exploiter habilement les divisions internes de la Horde, s'alignant avec certains khans lors de luttes fratricides internes pour gagner en influence. L'année 1349 marque une date déterminante où les différends internes s'intensifièrent. L'assassinat d'un khan et l'éclatement d'une guerre civile affaiblirent la Horde, laquelle peinait à mobiliser des forces suivies face aux rebelles. Parallèlement, un affaiblissement économique fut ressenti, notamment à cause de l'interruption des routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, autrefois sous contrôle ferme de la Horde d'Or. Cette dégradation diminua la richesse du royaume et réduisit sa capacité à maintenir une armée régulière. Les troubles sociaux s'envenimèrent avec l'apparition d'un mouvement de contestation parmi les artisans et paysans des villes dominées par la Horde. Leur mécontentement se traduisit par des émeutes sporadiques, contribuant à la fragilisation du pouvoir local. Ces soulèvements furent en partie provoqués par une fiscalité accrue destinée à soutenir les campagnes militaires et la bureaucratie grandissante. La faiblesse des réponses des dirigeants locaux permit à ces mouvements de croître, incitant certaines élites à envisager des réformes administratives pour restaurer la légitimité de la Horde. Les alliances fluctuantes entre divers khans et seigneurs locaux compliquèrent davantage la réalité politique. Parfois, des accords temporaires étaient conclus pour contrer un ennemi extérieur ou réprimer une révolte, mais il s'agissait essentiellement de solutions pragmatiques et éphémères. Ces compromis fragiles bassinaient l'autorité centrale et donnaient lieu à des jeux d'influence incessants.
La période fut caractérisée par une instabilité chronique, un facteur essentiel du recul progressif de la puissance de la Horde. Malgré ces défis, certains khans tentèrent d'améliorer la situation en réformant l'administration ou en relançant le commerce. Néanmoins, ces initiatives furent soumises à la pression des factions rivales et à l'épuisement des ressources. La persistance des querelles internes réduisit la capacité de la Horde d'Or à répondre efficacement aux crises extérieures, notamment à la montée en puissance des États voisins et des factions rebelles. Les influences religieuses jouèrent aussi un rôle non négligeable dans ces tensions. Principalement chamanistes à l'origine, les dirigeants de la Horde furent progressivement exposés à l'islam et au christianisme orthodoxe, ce qui engendra parfois des conflits d'intérêts et des rivalités entre différentes élites. Ces divisions religieuses s'ajoutaient à la complexité politique et sociale, rendant la gouvernance plus difficile. Le déclin progressif de la Horde fut donc accompagné d'une fragmentation croissante, où chaque région tentait d'asseoir son indépendance ou son autonomie face au pouvoir central. À travers ces évolutions, la carte politique de l'Eurasie orientale se redessina, avec l'émergence d'entités plus petites aux ambitions distinctes. Cette recomposition du paysage politique amoindrit la capacité de la Horde d'Or à exercer une domination sur l'ensemble de ses anciens territoires. Ainsi, les rébellions, luttes dynastiques et crises économiques fragilisèrent durablement la Horde d'Or. Le poids des rivalités internes, combiné à la montée de pouvoirs rivaux, expliqua en grande partie le changement de statut de cette grande puissance médiévale. Le récit de ces troubles invite à une réflexion sur les conditions nécessaires à la pérennité d'un empire vaste et multiculturel, notamment la stabilité politique et l'intégration sociale. En somme, l'histoire de la Horde d'Or illustre comment un ensemble aux racines solides peut céder face aux défis internes si ceux-ci ne sont pas maîtrisés. La complexité des relations humaines, des ambitions personnelles et des différences culturelles créa un contexte où la puissance militaire initiale ne suffisait plus à contenir l'ensemble. Ces dynamiques annoncèrent le lent effondrement de cette entité politique, préparant le terrain à ses successeurs et à une nouvelle phase historique au cœur de l'Eurasie. La suite de ce parcours nous conduira à examiner la transformation des structures politiques et territoriales issues de ce profond bouleversement. Le rôle des khans et leaderships successifs. L'histoire de la Horde d'Or commence avec la figure fondatrice de Temujin, plus connu sous le nom de Gengis Khan, dont la vision et la stratégie militaire ont posé les bases d'un empire vaste et organisé. Après la mort de Gengis Khan, ses successeurs ont dû faire face à la complexité de maintenir un pouvoir étendu sur des territoires hétérogènes, dans un contexte où les forces internes et externes évoluaient constamment. À la tête de la Horde d'Or, Ögedei, le troisième fils de Gengis Khan, joua un rôle clé dans la consolidation initiale de l'État mongol. Sous son règne, l'appareil administratif s'est renforcé, permettant une gestion plus efficace des vastes contrées traversées par la Horde. Son leadership est souvent caractérisé par une organisation militaire rigoureuse, qui permit la poursuite des conquêtes sans faiblir. Plus tard, Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan, apporta une influence déterminante en fondant la Horde d'Or proprement dite. Son règne marqua une stabilisation politique et économique, notamment grâce à la mise en place de liens avec des élites locales et le développement des échanges commerciaux avec l'Occident. Cette diplomatie subtile renforça la position de la Horde dans le panorama mondial de l'époque. Toutefois, la transmission du pouvoir ne fut pas toujours linéaire. La succession entre les khans était régulièrement perturbée par des conflits internes, provoquant des luttes fratricides et des fractures politiques. Ces tensions affaiblirent progressivement la structure étatique, donnant lieu à des périodes d'incertitude durant lesquelles les pouvoirs centraux vacillaient. Sous le règne de Berk Khan, on observe une évolution notable dans l'orientation politique de la Horde. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Berk adopta une posture plus autonome et affirma son indépendance vis-à-vis du pouvoir central mongol. Sa conversion à l'islam joua un rôle non négligeable dans ce repositionnement, rapprochant la Horde des États musulmans
et influençant ainsi son rôle sur la scène internationale. Le pouvoir des Khan fut également soumis à des défis externes considérables. Les alliances fluctuantes avec les principautés russes, les affrontements avec d'autres khanats mongols et les assauts des puissances émergentes imposaient une adaptation constante. Chaque dirigeant devait naviguer avec prudence entre la diplomatie et la force, maintenant un équilibre délicat qui conditionnait la survie même de l'État. Sous Tokhtamysh, la horde connut un renouveau temporaire. Il réussit à réunifier les différentes factions, consolidant ainsi un pouvoir central fort et reprenant le contrôle sur des territoires perdus. Cependant, cette restauration fut de courte durée, car les conflits internes et les pressions extérieures reprirent rapidement le dessus après son règne. Les Khans successifs, tels que Mamai et plus tard Ahmed Khan, illustrent cette phase de déclin progressif. Les pouvoirs locaux gagnaient en autonomie, fragmentant l'autorité centrale. Les luttes de pouvoir se déchaînaient au sein même de la horde, affaiblissant durablement la cohésion étatique. De plus, les incursions répétées des troupes moscovites et les rivalités internes eurent un effet déstabilisateur majeur. Malgré ces difficultés, la Horde d'Or conserva une influence notable grâce à sa capacité à s'adapter. La diplomatie joua un rôle primordial dans ces derniers siècles, en particulier dans les relations avec les États voisins. Les Khans, tout en perdant du pouvoir militaire, conservèrent des fonctions symboliques importantes, servant parfois de médiateurs dans des conflits régionaux. Cette période de déclin fut aussi marquée par une mutation culturelle et religieuse. L'islam, adopté par plusieurs Khans, devint un vecteur de cohésion et un élément structurant de l'identité de la Horde. Il permit d'établir des liens durables avec les populations et puissances de la région, mais il ne suffit pas à compenser les fragilités politiques internes. La fin de la Horde d'Or ne s'inscrit pas dans un unique événement, mais plutôt dans une série de transformations progressives. La désintégration de l'autorité khanale aboutit à la formation de khanats plus locaux, avec des dirigeants souvent issus de la même lignée, mais exerçant un pouvoir limité à des territoires restreints. Ces entités suscitaient parfois des rivalités, accentuant le morcellement géopolitique. L'étude du rôle des Khans dans cette histoire révèle une constante. Leur leadership fut crucial pour la survie et l'expansion de la Horde, mais la difficulté à maintenir une succession stable et à gérer les tensions internes finit par saper la puissance de l'Empire. La gestion du pouvoir fut autant une question de stratégie politique que de diplomatie et d'adaptation aux changements externes. Après avoir exploré ces dynamiques de pouvoir et les transitions entre les différents leaders, il est possible de mieux comprendre comment la Horde d'Or, malgré son éclat initial, cessa d'exister comme un ensemble unifié. Cette transformation donne lieu à des développements importants dans l'histoire des peuples et des territoires de l'Eurasie. Cela ouvre la voie à une analyse plus approfondie des conséquences culturelles et territoriales de la chute de la Horde, ainsi que de son héritage dans les formations politiques qui lui succédèrent et les interactions avec les puissances européennes et asiatiques émergentes, déclin progressif et facteurs externes. La Horde d'Or, héritière directe des conquêtes de Gengis Khan, a prospéré pendant plusieurs générations en tant que puissance majeure de la steppe eurasiatique, mais son déclin progressif s'explique par une confluence de facteurs complexes et interconnectés. Parmi ces éléments, les pressions exercées par les puissances voisines ont joué un rôle crucial. En effet, à mesure que les États environnants se renforçaient, notamment la montée du Grand-Duché de Moscou et les ambitions des royaumes polonais et lituaniens, la Horde s'est trouvée confrontée à des défis militaires et politiques croissants qui ont érodé son influence. Sur le plan économique, la structure interne de la Horde a également évolué défavorablement. L'incapacité à maintenir les routes commerciales essentielles, en particulier celles reliant l'Asie à l'Europe, a réduit les revenus indispensables à son administration et à sa stabilité. Par ailleurs, la dépendance excessive à l'égard du tribalisme et de l'économie nomade, sans intégrer pleinement les pratiques commerciales sédentaires émergentes, a limité l'adaptabilité de cette entité
aux transformations économiques rapides qui caractérisaient la période. Socialement, de profondes mutations ont affecté l'équilibre de la horde. Le système tributaire et clanique s'est fragmenté sous la pression des ambitions personnelles des différents dirigeants. Les luttes internes pour le pouvoir ont exacerbé ces divisions. De plus, l'interaction prolongée avec les populations locales sédentaires a entraîné des changements culturels et religieux qui ont parfois affaibli la cohésion traditionnelle des Mongols au sein même de la Horde d'Or. La religion a, à cet égard, constitué un facteur de transformation important. Alors que la Horde d'Or embrassait progressivement l'islam, cette conversion n'a pas seulement modifié les pratiques spirituelles, mais aussi les relations politiques, notamment avec les puissances musulmanes voisines. Ce glissement religieux a influencé les alliances et parfois creusé des fossés avec certaines factions internes attachées à des traditions antérieures. Ainsi, l'identité mongole originelle s'est trouvée partiellement diluée au fil des décennies. En plus des facteurs internes, les invasions répétées et les attaques des puissances adverses aggravèrent la situation. Les affrontements avec les troupes muscovites, plus centralisées et mieux organisées, mirent en lumière les faiblesses militaires de la Horde. Ces déboires militaires mirent à rude épreuve le contrôle exercé sur les vastes territoires, menant à une perte progressive des provinces lointaines. De surcroît, la montée des États européens à l'ouest, engagés dans la consolidation de leurs frontières et dans le développement d'institutions étatiques solides, creusa l'écart économique et politique avec la Horde. Ces États, bénéficiant d'une administration plus stable et d'une capacité accrue à lever des impôts, surclassèrent progressivement la Horde dans la compétition pour le pouvoir régional. Parallèlement, les bouleversements écologiques et climatiques survenus à cette époque affectèrent la steppe, réduisant les ressources naturelles indispensables à l'élevage nomade. Cette diminution des pâturages contribua à un affaiblissement économique généralisé, accentuant les tensions au sein des tribus et limitant leur capacité à maintenir une force militaire cohérente. L'organisation politique traditionnelle, basée sur la loyauté envers le Khan et les principes nomades ancestraux, pâlit sous le poids des exigences nouvelles liées à la gestion d'un vaste territoire dominé par une diversité ethnique et culturelle croissante. Les structures tribales ne purent plus contenir les ambitions personnelles des chers et princes locaux, qui cherchèrent fréquemment à s'émanciper, favorisant les scissions et les guerres civiles. Dans ce contexte, la Horde d'Or perdit peu à peu sa capacité à exercer une administration efficace. La taxation irrégulière, les conflits internes et le poids des rivalités firent décliner la cohésion indispensable à la stabilité de l'État. Cette faiblesse fut exploitée par des acteurs extérieurs qui soutenaient certains clans afin d'affaiblir la Horde, contribuant à son morcellement. Il est également pertinent d'évoquer le rôle des échanges culturels et commerciaux. La Horde d'Or, tout en conservant ses traditions, subit une influence croissante des civilisations voisines. Ces interactions, si elles enrichissaient certains aspects de la vie politique et culturelle, participèrent aussi à une perte d'identité unificatrice, centrée sur la domination mongole originelle. L'évolution démographique joua un rôle non négligeable. L'intégration croissante des populations sédentaires, qui ne partageaient pas nécessairement la même culture politique ni les mêmes intérêts que les Mongols, rendit plus difficile le maintien d'une loyauté exclusive envers la Horde. Ce phénomène fut à la fois cause et conséquence de la transformation de l'entité politique. Les armées de la Horde, jadis invincibles, se heurtèrent à la résistance accrue d'ennemis mieux équipés et plus modernisés. La technologie militaire évoluait rapidement, mais la Horde n'a pas su s'adapter suffisamment vite, ce qui engendra des défaites significatives lors des conflits aux frontières occidentales. De plus, les pratiques de gouvernement centralisé apparurent insuffisantes face aux exigences d'un territoire aussi vaste et diversifié. Le modèle basé sur le pouvoir personnel du souverain et sur les alliances tributaires se révéla fragile et inadapté face aux défis administratifs contemporains, rendant difficile la mise en œuvre d'une politique cohérente à long terme. L'impact des réseaux commerciaux marchands,
qui favorisait la progression de villes et de centres économiques indépendants dans les marges occidentales de la Horde, contribua également à la multiplication des foyers d'autonomie. Ces centres remis en question l'autorité centralisée et multiplièrent les intérêts divergents. Enfin, l'apparition de puissances montantes en Asie centrale et au Proche-Orient, telles que la Perse et la région de la steppe ouest sibérienne, déplaça les équilibres traditionnels. La Horde d'Or, placée au cœur de ces dynamiques, fut contrainte de faire face à des menaces multiples à la fois militaires, politiques et économiques, qui rendirent impossible sa pérennité. Ces multiples facteurs, combinant des changements internes et des pressions extérieures, ont engendré une phase de déclin lent mais inexorable, marquée par une perte progressive de contrôle sur les régions éloignées et une diminution de la capacité à maintenir l'ordre politique et social. Les dernières décennies de la Horde furent ainsi marquées par un éclatement de facto, traduisant la dissémination du pouvoir entre de nombreux chefs locaux et une disparition graduelle de l'autorité centrale. Cette fragmentation précipita la fin d'une unité politique en apparence vaste, mais déjà affaiblie. Les conséquences de ce déclin furent également visibles dans la sphère économique. Les flux commerciaux, qui avaient autrefois fait la richesse de la Horde, se détournèrent progressivement vers d'autres routes et entités, confinant la région à un rôle périphérique dans le jeu des échanges eurasiatiques. La mémoire historique de la Horde d'Or demeure complexe, oscillant entre un héritage de puissance et une illustration des difficultés inhérentes à la gestion d'un empire nomade sur le long terme. Cette trajectoire souligne les liens étroits entre facteurs internes et externes dans l'évolution des grands États. Ainsi, la compréhension fine de ce lent déclin met en lumière les tensions entre traditions nomades et nécessité d'adaptation imposées par les transformations politiques, économiques et sociales du Moyen Âge. Cette histoire se manifeste comme un exemple des contraintes rencontrées par les empires à large échelle face à des environnements changeants. Il apparaît clairement que l'effondrement de la Horde d'Or ne résulte pas d'un événement unique, mais d'un processus prolongé, marqué par une série de défis qu'aucune adaptation partielle ne sut véritablement maîtriser. Ce constat éclaire aussi bien les aspects militaires, économiques que culturels de ce phénomène. Ce cheminement vers le déclin ouvre la voie à une nouvelle configuration politique dans les vastes espaces eurasiatiques, préparant le terrain à l'émergence de puissances telles que la Moscovie qui tireront parti de la vacance laissée par cette entité en mutation. La transition fut à la fois difficile et structurante pour l'histoire de la région. Cette période charnière offre ainsi un éclairage essentiel sur les dynamiques complexes qui régissent l'essor et la chute des empires, en particulier se fonder sur des modes de vie nomades face à l'évolution croissante des structures étatiques, sédentaires. Une telle analyse rejoint les réflexions actuelles sur la manière dont les sociétés s'adaptent ou résistent au changement, apportant un point de vue historique précieux sur les enjeux et mécanismes du pouvoir politique et de la cohésion sociale. En somme, le déclin progressif de la Horde d'Or résulte d'un entrelacement de phénomènes sociaux, économiques, politiques et militaires. Ce panorama met en relief la vulnérabilité des structures impériales face aux mutations internes comme aux pressions extérieures. Alors que la Horde entamait sa dissolution, de nouveaux acteurs prenaient progressivement la place laissée vacante, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'Eurasie, riche d'enjeux renouvelés et d'un rééquilibrage des forces. La compréhension de cette étape finale permet une meilleure appréhension des évolutions ultérieures, tout en resituant la Horde d'Or dans la longue chaîne des empires qui ont marqué leur temps par leur puissance et leur influence, mais aussi par leurs limites et leur fragilité. Cette transition prépare ainsi l'analyse des mutations politiques et géopolitiques qui suivirent, dévoilant les transformations profondes qui s'annonçaient pour les territoires jadis sous domination mongole. La suite de ce récit se penchera sur ces transformations. Dissolution et héritage de la Horde. La Horde d'Or, fondée au début du XIIIe siècle, fut l'un des plus vastes et puissants empires médiévaux. Cependant, son unité ne fut pas éternelle.
et le processus de fragmentation qui conduisit à sa dissolution est riche en implications historiques. Après la mort de Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan, des tensions internes commencèrent à éroder la cohésion de l'Empire. Les luttes de pouvoir entre les descendants des Khan favorisèrent des divisions politiques et territoriales. À mesure que chaque successeur cherchait à étendre son autorité, les frontières de la horde s'affaiblirent progressivement. Parallèlement, l'influence extérieure augmenta. Les États voisins, comme la Russie émergente et les principautés européennes, profitèrent des conflits internes pour renforcer leur indépendance. La croissance du Grand-Duché de Moscou fut particulièrement décisive. Moscou finit par devenir un centre de pouvoir capable de résister à la domination mongole, amorçant un renversement historique des rapports de force. Ce bouleversement déboucha sur une modification culturelle et économique majeure dans la région, puisque les relations commerciales et diplomatiques évoluèrent vers de nouvelles formes. Les divisions internes se traduisirent également par la formation de khanats distincts, issus de la Horde d'Or, tels que le khanat de Crimée, le khanat de Kazan ou celui d'Astrakhan. Ces entités jouèrent un rôle important dans la géopolitique de l'Eurasie. Chaque khanat s'adapta aux réalités locales tout en maintenant certains éléments du système mongol, notamment en matière d'organisation militaire et de droit coutumier. La diversité culturelle et religieuse s'accrut dans ces régions, où se mêlaient influences turques, perses et russes. La Horde d'Or fut ainsi un creuset de métissage politiques et sociaux. Son héritage dépasse les frontières de l'ancien empire. Par exemple, plusieurs structures administratives imposées par les Mongols furent reprises par les États successeurs. Leur tradition de gouvernance, marquée par une souplesse relative dans la gestion des populations conquises, influença durablement les régimes locaux. De plus, le commerce prospéra grâce aux routes qui traversèrent le territoire, notamment la route de la soie et les corridors reliant Orient et Occident. L'économie sous la Horde d'Or se caractérisait par une forte interdépendance entre zones rurales et urbaines. Les villes servaient de centres commerciaux et de régulation des circuits d'échange. Cette organisation contribua à maintenir une certaine stabilité dans un espace immense, malgré les conflits et les transformations politiques. Même après la fragmentation de la Horde, ces réseaux économiques conservèrent une partie de leur dynamisme, facilitant ainsi l'intégration progressive de diverses cultures. Par ailleurs, l'héritage artistique de la Horde est bien visible dans l'architecture et les objets d'art des régions sous son influence. Les monuments construits combinent des styles mongols, turcs et islamiques. Cette fusion créa un langage visuel singulier, que l'on rencontre notamment dans les cités anciennes de la Crimée et du bassin de la Volga. La transmission de ces éléments témoigne d'une continuité culturelle qui survécut au bouleversement politique. Sur le plan religieux, la Horde d'Or fut un exemple de coexistence relative. La tolérance des Mongols envers les différentes confessions favorisa un climat où cohabitaient chamanisme, islam, christianisme et bouddhisme. Ce pluralisme religieux marqua les sociétés qui émergeaient de la Horde, influençant leur dynamique interne et leurs liens avec les voisins. Il participa aussi à l'établissement de réseaux d'échanges intellectuels et culturels entre l'Europe et l'Asie. L'analyse des causes de la chute de la Horde d'Or met en lumière plusieurs facteurs concomitants. Outre les tensions internes, il faut mentionner les pressions extérieures, telles que les incursions des armées russes, polonaises et lituaniennes. Ces affrontements multiplièrent les conflits frontaliers et affaiblirent l'armée de la Horde, historiquement réputée pour sa suprématie dans les steppes. De plus, la fragmentation économique, due à la scission des territoires, rendit plus difficile le maintien d'une économie intégrée à grande échelle. En étudiant les chroniques et documents de l'époque, il apparaît que la Horde évolua vers un système politique plus décentralisé. Les camps locaux gagnèrent en autonomie, prenant parfois leur distance avec la capitale. Cette autonomie cumulée à une rivalité croissante perturba la cohérence des politiques internes. Le déclin progressif des institutions centrales laissa place à diverses entités rivales, accélérant la désintégration de l'ensemble.
Malgré cette disparition progressive, les influences de la Horde d'Or sont perceptibles jusqu'à aujourd'hui. L'organisation militaire, certaines traditions administratives, ainsi que des pratiques culturelles telles que des rites et coutumes, ont été intégrées dans les cultures successorales. Par exemple, en Russie, les institutions tsaristes conservent des traces de l'héritage mongol à travers certains mécanismes de contrôle territorial. Dans les régions turcophones, le rôle politique des khanats anciens continue de structurer la mémoire collective. L'étude des vestiges matériels confirme aussi cette continuité historique. Des forteresses, des villes fortifiées et des palais témoignent de la puissance passée. Ces sites attirent aujourd'hui les chercheurs et passionnés d'histoire, curieux de comprendre la complexité de cet empire. L'archéologie contribue à révéler des détails sur la vie quotidienne, l'économie et les échanges culturels au sein de la Horde. Chaque découverte enrichit ainsi notre compréhension du monde médiéval eurasien. Enfin, l'importance de la Horde d'Or dans l'histoire mondiale réside dans son rôle de vecteur de contact entre l'Est et l'Ouest. Ce pont entre civilisations permit des échanges de marchandises, d'idées et de technologies qui marquèrent durablement les sociétés. La Horde d'Or, bien que disparue en tant qu'entité politique, reste un sujet d'étude fascinant pour saisir les dynamiques complexes des empires nomades et la formation des États modernes. Au terme de cette analyse, il est possible d'embrasser l'étendue de la portée de la Horde d'Or. Sa dissolution fut le résultat d'un ensemble de facteurs internes et externes, mais son héritage perdure à travers les cultures et institutions des espaces qu'elle a dominés. La transmission de cet héritage continue d'éclairer l'évolution des peuples d'Eurasie. Cette histoire conduit naturellement à examiner plus en détail les États qui se sont établis après la disparition de cet empire pluriel. Mythes et réalité autour de la Horde d'Or. La Horde d'Or, souvent entourée de mystères, suscite de nombreuses idées reçues qui méritent un examen minutieux. Depuis l'époque de Gengis Khan jusqu'au déclin de cet empire, les récits populaires ont parfois déformé la réalité en mêlant faits historiques et légendes. Pour comprendre pleinement son importance, il est essentiel de distinguer ce qui relève de l'histoire documentée des exagérations qui ont façonné sa réputation. Les origines de la Horde remontent à l'empire mongol, fondé au début du XIIIe siècle par Gengis Khan. Son petit-fils, Batu Khan, fut l'un des acteurs clés à établir la Horde d'Or en Eurasie, dans des territoires qui s'étendent de la Russie actuelle jusqu'au bord de la mer Noire. Cette entité politique fut l'une des plus vastes de son époque, intégrant divers peuples et cultures sous une seule autorité. Contrairement aux idées reçues, la Horde d'Or ne fut pas simplement un foyer de conquête brutale et de pillage incessant. Elle joua un rôle important dans le maintien des routes commerciales et des échanges culturels entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. La Pax Mongolica fut une période durant laquelle la stabilité instaurée par la Horde permit une circulation accrue des biens, des idées et des technologies. Une autre idée fausse concerne l'image d'un pouvoir uniquement centré sur la force militaire. En réalité, les dirigeants de la Horde d'Or se montrèrent souvent pragmatiques dans la gestion de leur territoire. Ils instaurèrent des structures administratives efficaces et s'adaptèrent aux pratiques locales, notamment en intégrant l'islam comme religion officielle à partir du XIVe siècle. Les récits populaires ont aussi véhiculé la notion d'une Horde d'Or homogène. En fait, elle était une entité plurielle et complexe, composée de nombreuses tribus et groupes ethniques avec leurs propres langues et coutumes. Cette diversité culturelle a contribué à la richesse et à la résilience de ce royaume, surtout face aux pressions externes et aux conflits internes. Dans un contexte plus large, la Horde d'Or exerça une influence notable sur l'histoire russe. Elle affecta les structures politiques, économiques et sociales de la région durant plusieurs siècles. Cet épisode est souvent interprété de manière simplifiée, comme une période de domination étrangère oppressante, alors que les échanges avec la Horde favorisèrent également le développement de certains principats russes. Il convient également de nuancer les représentations concernant la décadence de la Horde. Le déclin
ne fut pas soudain ni uniquement causé par des invasions extérieures. Des facteurs internes comme les luttes de pouvoir, les transformations économiques et la montée en puissance des États voisins jouèrent un rôle central. Cette phase complexe s'étend sur plusieurs décennies avant la disparition complète de la Horde d'Or en tant qu'entité politique. Par ailleurs, les mythes entourant les personnages emblématiques de la Horde méritent un éclaircissement. Gengis Khan, bien que fondateur de l'Empire mongol, ne fut pas directement lié à la Horde d'Or, qui apparut plus tard par le biais de ses descendants. Batu Khan, souvent méconnu, fut l'un des artisans majeurs de cette organisation et instaura les bases sur lesquelles s'appuya la Horde. L'héritage de la Horde d'Or dépasse sa simple existence militaire et politique. Ses influences se retrouvent dans les traditions, les structures juridiques et même les dynasties locales qui poursuivirent son héritage. Ce panorama révèle une entité loin de l'image monolithique et violente que l'on attribue parfois aux conquêtes mongoles. Enfin, il est important de rappeler que l'histoire de la Horde d'Or est riche de nuances et qu'une lecture attentive évite les excès de simplification. Les sources historiques, bien que parfois fragmentaires, offrent aujourd'hui une compréhension plus équilibrée de cet empire. Elles mettent en lumière une organisation politique complexe et dynamique qui s'est adaptée aux défis de son temps. Ce regard critique sur les idées reçues invite à dépasser les stéréotypes pour mieux saisir la réalité historique de la Horde d'Or, entre héritage culturel et mutation politique. La richesse de cette histoire trouve un prolongement naturel dans l'étude des dynamiques qui suivirent son éclatement, notamment la montée en puissance des États successoraux. C'est par cette continuité que se poursuivra l'exploration de l'histoire de la région dans le chapitre suivant. La Horde d'Or dans la mémoire collective et historiographique. La mémoire collective et l'écriture historique ont toujours façonné la perception que les sociétés ont de leur passé. Dans le cas de la Horde d'Or, cette dynamique est particulièrement complexe, car cet empire éphémère mais influent a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de plusieurs peuples et régions. La Horde d'Or, fondée au XIIIe siècle, a d'abord été vue comme une entité redoutable, symbolisant à la fois l'unification des steppes eurasiennes sous l'ombre d'un pouvoir mongol et la source de lourdes conquêtes. Cependant, avec le temps, cette image s'est transformée, intégrant à la fois des perceptions négatives et des appréciations sur sa contribution à la culture et à la politique. Durant les premiers siècles suivant sa dissolution, la Horde d'Or fut majoritairement perçue à travers le prisme de la rancune des peuples qu'elle avait soumis. Les récits russes, notamment, ont souvent accentué son rôle d'oppresseur, insistant sur la période dite de la domination tatare, une époque vécue comme un frein au développement politique et culturel de la Russie. Cette perception persistante a durablement influencé le récit national russe, où la résistance face à la Horde est valorisée comme un acte fondateur de l'identité. Toutefois, les historiens modernes tendent à relativiser cette lecture en soulignant la complexité politique de cette domination, qui fut aussi un vecteur d'échanges économiques et culturels. Parallèlement, dans les régions à l'est et au sud de l'ancienne Horde d'Or, notamment en Asie centrale, l'héritage est plus nuancé. La Horde a joué un rôle central dans la diffusion des langues turciques, ainsi que dans l'essor du commerce le long de la route de la soie. Les autorités de la Horde ont su maintenir un ordre certain, favorisant l'échange entre différentes cultures, ce qui a permis un mélange enrichissant. Cette mémoire est souvent marquée par une fierté locale, où la Horde est perçue non seulement comme un empire militaire, mais aussi comme un catalyseur de développement et d'unité régionale. En Europe occidentale, qui a connu les campagnes mongoles avec une certaine crainte, l'image de la Horde d'Or s'est lentement transformée. D'un danger imminent, elle est devenue un sujet d'étude historique, exploré avec plus de distance et d'objectivité. Les travaux académiques des derniers siècles ont mis en lumière la rigueur administrative de la Horde, son système fiscal et son influence sur les structures politiques des États voisins. La transformation de cette image reflète un changement global dans l'approche historienne
qui s'affranchit des narrations émotionnelles pour privilégier l'analyse des faits. La Horde d'Or reste également présente dans la mémoire populaire à travers divers mythes et légendes. Certaines traditions évoquent son rôle dans la fondation ou la transformation de cités anciennes, mêlant parfois la réalité historique à des récits folkloriques. Ce mélange contribue à créer une image hybride où la Horde peut être à la fois redoutée et admirée. Cette ambivalence témoigne de son importance durable dans l'imaginaire collectif, même plusieurs siècles après la fin de son pouvoir. Les recherches archéologiques menées à travers les steppes ont mis au jour des vestiges qui enrichissent cette compréhension. Elles ont révélé l'organisation des camps mongols, les routes commerciales, ainsi que des objets témoignant des échanges entre différentes cultures. Ces découvertes invitent à repenser la circulation des idées et des techniques durant la période de la Horde d'Or, mettant en lumière une dynamique d'interaction plutôt qu'un simple régime de domination. Ainsi, l'histoire matérielle complète l'histoire écrite pour offrir un regard plus équilibré. Il est également essentiel de considérer l'impact de la Horde d'Or sur la formation des États modernes, notamment la Russie et certains pays d'Asie centrale. La structure politique et les systèmes de gouvernance développés sous la Horde ont servi de base à plusieurs institutions futures. De plus, la Horde a joué un rôle dans la diffusion islamique dans la région, marquant ainsi durablement les pratiques culturelles et religieuses. Ces influences témoignent d'une continuité historique souvent méconnue, au-delà des ruptures apparentes. La perception de la Horde d'Or a aussi été influencée par les idéologies changeantes au fil des siècles. Sous l'époque soviétique, par exemple, certains historiens ont mis en avant l'importance de l'échange culturel et économique promu par la Horde, relativisant son image de simple conquérant. Cette réévaluation participe d'un processus plus large, consistant à revisiter les mythes nationaux sous l'angle des sciences sociales et de l'histoire critique. Le résultat est une représentation plus riche et plus nuancée, acceptant la coexistence d'aspects divers et parfois contradictoires. Le récit de la Horde d'Or dans la littérature scientifique contemporaine s'appuie donc sur une multiplicité de sources et de perspectives. Les historiens prennent soin d'analyser les documents produits tant par les acteurs de la Horde que par ses adversaires, tout en tenant compte de la transmission orale et des interprétations ultérieures. Cette approche permet d'aborder la Horde d'Or comme un phénomène historique complexe, non réductible à une simple narration de conquête et de chute. Elle présente ainsi une entité vivante, inscrite dans un contexte qui évolue constamment. En regardant l'ensemble du processus mémoriel, on observe que la Horde d'Or incarne un point de convergence entre différentes cultures, langues et traditions. Cette complexité explique en partie pourquoi son image oscille entre admiration et critique. La Horde d'Or est à la fois une clé pour comprendre les dynamiques géopolitiques du Moyen-Âge eurasien et un miroir reflétant les tensions actuelles sur l'identité historique. Cette perspective rend l'étude de la Horde particulièrement stimulante, car elle entrelace histoire et mémoire collective au cœur de nombreux peuples. Enfin, au-delà de son héritage politique ou culturel, la Horde d'Or témoigne de la manière dont un empire peut influencer durablement son environnement, tout en étant lui-même marqué par des changements profonds. La mémoire qu'elle laisse doit ainsi être envisagée comme un champ dynamique, où le passé s'entrelace avec les besoins du présent à travers des discours en constante évolution. Cette réflexion prépare le terrain pour une compréhension plus globale des empires et de leur rôle dans la construction des sociétés humaines. En somme, l'histoire de la Horde d'Or, de sa fondation jusqu'à sa dissolution, ne saurait être réduite à un simple récit de domination. Sa mémoire collective et historiographique révèle la multiplicité des facettes de ce vaste empire, oscillant entre puissance militaire et contributions culturelles, conflits et échanges. Cette conscience nouvelle invite à dépasser les stéréotypes pour saisir la richesse de ce qui fut l'un des plus impressionnants empires du Moyen-Âge. Le passage suivant abordera les transformations culturelles spécifiques qui se manifestèrent dans les territoires anciennement contrôlés par la Horde.